pour les guerres n'ont cessé de se moderniser. D'abord, c'était des chemins de terre, puis des routes pavées, des routes de plus en plus roulantes, pour arriver jusqu'à nos routes bitumées d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que les routes qu'on emprunte encore tous les jours ont été en fait façonnées il y a bien longtemps par nos lointains ancêtres. Eh bien, c'est sur ces routes qui dessinent l'Hexagone que nous allons voyager en évoquant leur histoire et à travers elle, la grande histoire de France. Pierre, t'es toujours partant? Toujours partant et plus que jamais, Laurent. Parce que comme toi, je suis un passionné d'histoire. L'idée, ça va être de dialoguer avec toi, de compléter un peu ton récit, d'éclairer ensemble l'histoire d'un lieu, d'une époque. T'as fait le tour des besoins, on est prêt? Écoute, de mon côté, ça va. On t'a trouvé une voiture tout équipée, en liaison complète avec nous ici. On peut rechercher des images à ta demande. On peut reconstituer des bâtiments disparus avec des images de synthèse. On a même une station météo que tu vois là. Et Audrey, elle est connectée aux caméras de vidéosurveillance des musées. Ça, c'est très pratique. On est prêt à t'accompagner partout, enfin, ou presque. Et on a des drones équipés de caméras qui seront toujours là près de toi. Bon, bah alors, si vous êtes prêts, j'ai plus qu'à partir. C'est parti. Salut, allez, Laurent. on se retrouve sur la route. Allez, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Laurent, tu vérifieras la caméra dans la voiture, s'il te plaît. Bouge plus, bouge plus. C'est bon, vous me voyez là? C'est bon, Laurent, on te voit, on t'entend. Ouais, vous me voyez? Ceinture, Laurent. C'est parti. Le GPS est calé sur le drone 4. Drone 4, décollage. Pour ce premier voyage, je vous propose de m'accompagner sur les routes fondatrices de notre civilisation. On charge l'itinéraire. En cours. Suivez-moi dans une aventure de 5 siècles qui va nous emmener jusqu'à nos ancêtres, les Gaulois. Et pas seulement gaulois, nos ancêtres, Laurent. Loin de là. Et d'ailleurs, nous allons nous en apercevoir tout au long du parcours. Préparez-vous à de sacrées surprises. Hein. Des périls, des chevauchées, des anecdotes, des histoires d'amour, des conquêtes. La vie, quoi. C'est la vie de nos aïeux qui nous attend sur la route. Et c'est notre histoire, notre passé, tout simplement. La toute première route est pour moi une route mythique. Celle d'un dieu, ou plutôt d'un demi-dieu, Hercule. Celui qui aurait ouvert la première voie terrestre de l'Hexagone. Et c'est là que je débute mon voyage. Dans le sud de la France, le long de la Méditerranée. Je vais suivre les pas, ou plutôt les exploits, d'un demi-dieu à la force colossale. De Cerbère dans les Pyrénées-Orientales à la plaine de la Crau, dans les Bouches-du-Rhône. Oh, c'était il y a bien longtemps, nous dit la légende. Je vous raconterai comment Hercule s'aventura lors de son périlleux voyage sur nos rivages et passa près de notre Camargue actuelle. Je prépare les illustrations. Ce dieu, enfin presque, ce demi-dieu, qui nous emmène dans son voyage, c'est Héraclès, le fils de Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque. Vous vous souvenez? Héraclès, si vous préférez Hercule, fut condamné à accomplir 12 travaux éreintants. Eh bien, l'un de ces travaux nous emmène aux portes de l'Hexagone. Allez, en route pour l'exploit. La carte. Ok. En suivant Hercule, nous avons passé le détroit de Gibraltar. Les colonnes d'Hercule, comme on disait dans l'Antiquité. C'était là, la limite du monde connu, pour les Grecs. Hercule a contourné l'Espagne, où pour accomplir l'un de ses 12 fameux travaux, il lui a fallu voler un troupeau de bœufs, féroces, au pelage écarlate. Et ça se passait là, à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales, ville frontière, avec ce qui sera un jour, bien plus tard, notre Hexagone. Cerbère, petit port des Pyrénées-Orientales, mais aussi Cerbère, gardien des enfers. Ah, décidément, tout nous ramène en ces temps reculés, où les dieux nous montraient encore la voie, et où les hommes en avaient si peur. Pour retourner vers l'Olympe et retrouver ces dieux immortels, Hercule est passé par ici, le long du littoral méditerranéen, en poussant devant lui un troupeau de bœufs roux. Prends le chemin tout de suite à droite, Laurent. Plaine de la Crau, je l'ai. Top. On est arrivé. Et son voyage vers la Grèce des légendes, Hercule le fit par la terre, le long du littoral méditerranéen.
Mais ce chemin était hérissé de dangers, même pour un demi-dieu à la force herculéenne. Ici, dans la plaine de l'Acro, en Provence, près de la Camargue, vivait une tribu, les Ligures. À ces Ligures, ils étaient suffisamment belliqueux pour oser attaquer Hercule dans l'espoir de lui prendre son précieux troupeau, objet de toutes les convoitises. Les Ligures, ils proviennent d'une région autour de ce qui est aujourd'hui la ville de Turin, au nord de la péninsule. Les voilà donc, nos Ligures, qui tombent à bras raccourcis sur Hercule. Et alors, Laurent, comment s'en est-il sorti, le Hercule? Le demi-dieu se défendit contre ses assaillants jusqu'à sa dernière flèche. Et puis, blessé, écrasé par le nombre, il se coucha sur le sol et implora Zeus, son père. Ah ça, le dieu des dieux ne pouvait pas laisser son rejeton se faire malmener par une poignée de mortels. Zeus entra dans une terrible colère et abattit sur ses audacieux Ligures une pluie de cailloux. Grâce à cette intervention paternelle, Hercule fut épargné et l'honneur de l'Olympe fut sauvé. N'empêche, regardez-moi cette catastrophe. Cette terre sur laquelle Zeus a lancé son ouragan de cailloux est devenue stérile, aride, sèche pour toujours. On les voit encore ces cailloux. Ils sont parvenus jusqu'à nous, on peut les toucher, les palper. Alors c'est sûr que certains esprits rationnels vous diront que ces cailloux n'ont rien à voir avec une intervention divine, qu'en fait ils ont été amenés là par une rivière, la Durance, qui coulait ici il y a des milliers d'années. Ah oui, je dis coulait parce que elle a été déplacée il y a 18 000 ans en raison des aléas climatiques. Il ne reste plus que les cailloux qu'elle a charriés ici pendant tout ce temps. Déplacée, la Durance, oui, Laurent. Mais à la suite de changements climatiques ou sismiques, on ne sait pas trop. Et moi, je préfère rester dans la légende. Hercule, sauvé par son père, a pu poursuivre sa route. Attention, on va repartir. Sa route? Quelle route? Parce que le problème, justement, c'est qu'à cette époque, des routes, il n'y en avait pas. Mais bon, vous savez, quand on est un demi-dieu, on peut tout se permettre. Ainsi, pour passer d'Espagne en Italie, Hercule a offert à l'Hexagone sa première route. Celle qu'on appellera plus tard la voie héracléenne. La voie d'Héraclès, Hercule, en grec. Laurent, on matérialise la voie héracléenne sur une carte. Merci. Vous voyez ce tracé qui va des Pyrénées aux Alpes en passant par le littoral méditerranéen? Eh bien pour moi, il représente la première route. Une route mythique, une route légendaire, mais fondatrice. Une route qui a permis aux hommes de se relier entre eux, d'aller plus loin, de voyager vers l'inconnu et de permettre au monde de se connaître, de se reconnaître. Alors c'est en empruntant cette route et bien d'autres qu'on fait revivre tous les hommes qui les ont tracés, qui les ont utilisés, qui les ont conservés. On fait revivre leurs espoirs, leur volonté, leur persévérance. Pour moi, c'est par la route que les hommes se sont rassemblés autour d'une idée qui un jour sera la France. Je quitte maintenant le mythe pour entrer dans l'histoire, en empruntant une nouvelle route, à la rencontre des marins grecs partis explorer des terres inconnues. Et c'est à Marseille, ou plutôt Massalia comme on l'appelait à l'époque, que je vais les retrouver. Car c'est ici qu'ils vont débarquer. Puis je remonterai le Rhône, tout comme eux, sur la route de l'Étain, pour me retrouver en territoire celte, en Bourgogne. Nous sommes au 6e siècle avant notre ère. Ces marins grecs vont alors accoster dans le sud de l'Hexagone et faire d'un site stratégique sur le littoral une grande cité commerçante. On te suit, Laurent. Quelqu'un lui a donné le point GPS? Oui, c'est bon, il arrive à Marseille. C'est bon, on a lâché les drones. Laurent, on reçoit les images du vieux port, mais on ne te voit pas là. T'es perdu? Vous m'entendez? Non, mais on le voit pas, là. Là, je suis pas perdu, je suis sur le vieux port. T'es où? Je suis sur le vieux port. Voilà. Non mais je me disais, on a quitté le mythe pour entrer dans l'histoire. Mais du mythe, de l'espoir, de la foi, ils ont quand même dû en avoir sacrément besoin, ceux qui sont venus ici. Qui ont osé se lancer sur la mer pour accoster sur ces rivages inconnus. Non? Les marins grecs. Qui ça? Les marins grecs, venus de Phocée, ville grecque d'Asie mineure, dans la Turquie actuelle. C'est ici qu'ils sont arrivés, dans ce qui est aujourd'hui le vieux port de Marseille, en se fiant à leur dieu, et surtout à Hercule, dieu des routes pour les Grecs. Mais qu'est-ce qui les attirait, ces colons, venus du bout de la mer? Le commerce parlait. À cette époque, ces hommes ne voulaient pas faire la guerre avant tout. Ils ne songeaient même pas à soumettre des peuples ou à couper des têtes. Non. Ils cherchaient pacifiquement à ouvrir des comptoirs pour vendre et acheter un peu de tout. Du vin, des céréales, des métaux. Ok, jardin du port antique, j'ai Laurent en visuel. Mais ces terres sont habitées. Et oui, sur les hauteurs environnantes, il y a les Ségobriges, un peuple des montagnes qui observe avec circonspection ces bateaux venus de la mer, qui viennent ici, au bout du vieux port de Marseille, accoster sur les terres.
On le voit bien, le bout du vieux port, là, cette espèce de corne qui est aujourd'hui gazonnée. Surveillance vidéo du musée. Caméra 1, ok. Caméra 2, ok. Caméra 3 et 4, c'est bon. Connexion. Bon, ben, bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes? Nous sommes en fait devant les remparts grecs de la ville de Marseille. Donc nous sommes véritablement à l'entrée de la ville, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le site archéologique de la Bourse. Donc nous sommes dans une espèce de salle de musée à ciel ouvert. Et tout autour, on a le musée d'histoire de Marseille. Et donc on a ces vestiges qui ont été découverts il y a une quarantaine d'années lors de très très grandes fouilles archéologiques. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé donc il y a environ 2600 ans, au 6e siècle avant notre ère, précisément ici au bout du vieux port? Alors il y a en 600 avant Jésus-Christ, donc il y a des marins grecs de Phocée d'Asie mineure en Turquie actuelle qui débarquent ici, qui rencontrent des Gaulois, donc il y avait déjà des occupants. C'est ça, les terres ne sont pas inhabitées. Les terres ne sont pas inhabitées. Ils débarquent donc avec leur navire, avec comme objectif de fonder ce qu'on appelle un emporion, donc un comptoir économique. Pourquoi? Parce que en fait, le site de Marseille, qui va très rapidement devenir une ville, est un site absolument idéal. Un point de contact entre l'espace méditerranéen, avec un certain nombre de produits marchands, et l'espace gaulois, là aussi avec d'autres produits marchands. Et nous sommes à quelques encablures du Rhône, qui est en fait une artère qui sert justement aux échanges entre l'espace méditerranéen et l'espace gaulois. D'accord, donc les Grecs se plaisent, ils s'installent, il y a la plage, il y a les calanques, donc ils s'installent ici, ils fondent une ville, et on peut donc parler de la première ville de l'Hexagone. On peut parler de la première ville de l'Hexagone, donc avec une fondation vers 600 avant Jésus-Christ. Et donc là, ici, on est devant les remparts, donc là, on est dans la ville, et là, on est à l'extérieur de la ville. Voilà, nous sommes situés juste à l'extérieur de la ville, donc juste devant l'entrée monumentale de cette ville qui va devenir une très grande cité de Méditerranée occidentale très très vite. En fait, c'est-à-dire qu'il faut imaginer ces quelques marins grecs qui débarquent en 600 avant Jésus-Christ sur un espace où il n'y a pas de ville. Et très rapidement, on va voir, les archéologues vont voir au bout de 25 ans, donc les premières rues, les premiers pâtés de maisons qui vont se construire. Donc on va véritablement avoir un essor très très rapide en fait de cette ville de Marseille. Et je crois qu'on voit ici dans le jardin donc, du port antique, on voit cette rue principale qui est encore dallée. Alors c'est une voie romaine, mais en dessous il y a encore les restes de la fondation grecque. Voilà, c'est la voie, en fait, c'est l'axe principal en fait de la ville de Marseille. C'est un axe est-ouest et c'est un axe qui part donc de cette calanque, ce fond de calanque qui a été aménagé en port jusqu'à la mer, jusqu'au Fort Saint-Jean actuel. Et cet axe est extrêmement important parce que quand on regarde aujourd'hui donc les rues actuelles, le tracé des rues actuelles, donc rue Fioca, Grand Rue, rue Caisserie, les rues du XXIe siècle ont conservé le tracé donc d'une rue du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça signifie que quand vous baladez dans cette rue, vous vous baladez tout simplement dans la plus ancienne rue de France. Tant mieux pour Marseille, heureusement qu'il y a maintenant ce musée du port antique qui témoigne de sa grande histoire, parce que je crois que pendant longtemps, c'est une phrase qui me revient en tête, on parlait de Marseille comme d'une ville antique, mais sans antiquité, il n'y avait rien du tout. Alors heureusement, on a trouvé ces vestiges-là dans les années 60, je crois. Voilà, donc à la fin des années 60, donc suite à de grandes fouilles archéologiques. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'image qui a collé à la peau donc, de Marseille, première ville de France. Et en même temps, c'est véritablement deux témoignages matériels visibles. On a un site aujourd'hui qui est un site absolument exceptionnel, qui fait 1 hectare, donc avec le port antique, les fortifications, une terrasse funéraire du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et on a aussi d'autres sites qui sont connus, qui sont découverts, des sites gaulois, des sites grecs. Et surtout, pourquoi peut-on expliquer ce manque de patrimoine visible à l'échelle de cette très vaste ville? C'est que Marseille, en fait, c'est une espèce de, si on peut dire, de palimpseste, c'est-à-dire une ville qui s'est sans arrêt reconstruite sur elle-même. Pourquoi? Parce qu'on a le port. Et le port, c'est véritablement le poumon de cette ville qui permet des reconstructions, qui permet des redéploiements. Et donc, on va réutiliser bien souvent les anciens murs, en fait, notamment grecs, pour faire par exemple des maisons à l'époque médiévale ou moderne. Laurent, on te retrouve sur la route des marins grecs?
Tu veux bien remercier Laurent Védrine pour nous, s'il te plaît? Merci beaucoup, Laurent. Merci Laurent. À bientôt. Salut. Au revoir. C'est bon, vous avez tout ce que vous voulez? Oui, 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 Laurent. Super. De quel côté t'es parti, Laurent? Je le cherche. Sur quel écran? Je le vois pas. Ok, toujours dans les jardins. Dépêchons-nous, Laurent, on t'attend en Bourgogne. Laurent? Oui, Pierre, ouais. Désolé, je m'apprêtais à partir, mais j'étais devant la porte d'entrée de Marseille il y a 2600 ans. Et j'ai devant moi la plus vieille rue de France. Bah, c'est assez émouvant quand je sais qu'on part dans un voyage de 2600 ans sur les traces de notre histoire. J'ai l'impression de vraiment rentrer dans l'histoire avec la première des rues. Elle se poursuit dans la ville et la rue ensuite elle est exhaussée de 4 mètres. Et ben ces 4 mètres, c'est les 2600 ans d'événements, d'histoire et de surprises qui nous attendent. Voilà, je trouve ça génial. Allez, je repars, à tout de suite. Pierre, enchaîne, faut que tu lances la suite, là. Pour faire du commerce, les Massaliotes, les habitants de Marseille, ne peuvent pas rester accrochés à leur rivage. Ils ne peuvent pas non plus passer par la mer pour aller chercher au nord, en Angleterre, l'étain, une richesse très convoitée à l'époque. Pourquoi? Parce que les Phéniciens et les Étrusques les ont vaincus militairement et contrôlent jalousement le trafic. Alors il leur faut trouver d'autres routes, d'autres débouchés, mais cette fois par les terres. On lui communique les coordonnées en Bourgogne. Ok, itinéraire validé. Les marchands grecs quittent donc leur ville, suivent les berges de ce fleuve, pas toujours sage, celui qu'ils ont nommé Rhodanos, et qui deviendra le Rhône. On peut toujours grimper sur une barque et remonter le fleuve à contre-courant. Ouais, on peut, mais pas longtemps, parce que très vite, les eaux capricieuses obligent à mettre le pied sur le rivage. Alors, là, il faut marcher, grimper des coteaux, redescendre, puis prendre un embranchement et s'embarquer sur la rivière Brigoulos, qui sera un jour la Saône. Une rivière dont le tempérament calme et le débit régulier favorisent la navigation. Plus loin, il faut encore marcher, traverser une plaine, atteindre enfin les sources de la rivière Sequana, la Seine. Ici, c'est le nord. Ouais, je confirme, c'est le nord. Les Massaliotes sont arrivés au pied d'une haute colline surplombant la vallée de la Seine. Sur les hauteurs, toute une cité s'agite. Et là, tout a changé. Les traditions, la langue, même les dieux. Bienvenue dans le domaine des Celtes. Ces hommes du Nord, tant redoutés par les Grecs, qui ici contrôlent le fleuve. Les Massaliotes vont devoir organiser le négoce et coordonner le transfert des marchandises en plein cœur de notre Bourgogne. Alors qu'est-ce qu'on débarque ici? Des amphores, des tissus, des produits manufacturés, mais surtout on embarque de l'étain. L'étain, ce précieux métal extrait des mines de Cornouailles, au sud de l'Angleterre. Des mines de Cornouailles, l'étain est parvenu jusqu'à la Bourgogne en remontant la Seine, puis il va continuer jusqu'à Marseille. Un trajet de 1500 km réalisé en 1 mois seulement, un record pour l'époque. Alors comment un tel prodige a été possible? Tout simplement grâce à une parfaite organisation du transport maritime, mais aussi à la faveur de routes terrestres qui sillonnent l'Hexagone. Tiens, je crois que ça se découvre. Ça se dégage sur tout le centre, on a de la chance. C'est bon, la pluie a cessé. Laurent est à la hauteur du Mont Lassois. Les Celtes ont créé sur le mont Lassois une ville pour contrôler le trafic fluvial. Une ville avec son palais, avec ses maisons, avec ses ruelles, avec sa citerne d'eau pure, sa réserve de céréales, mais aussi ses remparts pour mieux la protéger. Connectez l'équipe 3D. Oui, la 3D est en cours de modélisation. Il manque juste la texture. Aujourd'hui, on ne trouve ici qu'un plateau nu. Et rien ne laisse supposer que ce vide conserve les traces d'un monde disparu. Et pourtant, cette rocaille recèle notre passé. Ici, une ville est apparue. Ici, une ville s'est développée et une ville a disparu. C'est pas fini, mais c'est pas mal. Envoyé comme ça, c'est bien. Il reste bien peu de choses de cette splendeur passée. Et pourtant, les archéologues et les historiens, par leurs études, par leurs mesures et par leurs fouilles, ont pu reconstituer le palais de la Grande Dame. Bon, nous qui avons dans la mémoire les palais de Chambord ou de Versailles, c'est sûr que le palais de la Grande Dame de Vix va nous paraître bien peu de choses. Une sorte de gros chalet en bois peinturluré, comme on en verrait à Megève ou à Chamonix. Mais quand même, songez à l'époque où il a été construit, il y a 2600 ans. Ça, c'est un peu plus vieux que Versailles ou Chambord. Des villes celtiques, des routes celtiques. Ça, il y a encore quelques dizaines d'années, personne n'y croyait. Alors c'est vrai que les Celtes n'ont pas laissé de grandes traces. Ils n'ont pas laissé d'écrits abondants, ils n'ont pas laissé de monuments édifiants. Mais c'est pas une raison pour penser d'eux que c'était des brutes épaisses qui attendaient les Grecs ou les Romains pour les civiliser. En 2007, les archéologues ont découvert sur le mont Lassois les traces de la ville celtique du 6e siècle avant notre ère.
Jusque-là, les historiens pensaient que l'urbanisation avait été plus tardive en Gaule. En gros, à partir des Romains seulement. Mais c'est pas vrai. L'enjeu commercial était déjà hyper important du temps des Celtes. Donc des peuples se sont greffés le long des routes et le long des fleuves, ils se sont sédentarisés et ont créé des villes, comme ici sur le mont Lassois. Aujourd'hui, ces villes, celtes, on les appelle des résidences princières. Bien souvent, le prince était plutôt une princesse. On a constaté que celui qui commandait, qui dominait cette ville, était souvent une femme. C'est le cas ici. On l'appelle la Dame de Vix. Pierre, tu as les images du musée du pays châtillonnais? Tu peux les charger? Oui Laurent, on est calé. Je commence par les objets enfermés avec elle dans la sépulture. En analysant la tombe de la Grande Dame, les historiens ont aussi pu reconstituer une partie de sa vie. On sait qu'elle est morte à 35 ans, de manière brutale, le crâne fracassé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un accident de circulation, elle serait tombée de son char? Ou alors un crime? Une révolte, une insurrection sociale? On n'en sait rien. Dans la tombe de la Grande Dame, on a retrouvé un vase en bronze, gigantesque, un vase grec avec des gorgones grimaçantes. Est-ce que c'était un cadeau de nos massaliotes en signe de condoléances? On peut changer le monitoring là? Je suis encore en train de le perdre. Laurent? Ouais, c'est bon, je suis là. Allô, allô? Laurent, est-ce que tu nous entends? Laurent, vérifie ton appareillage. Ouais, c'est bon. La ville des Celtes n'a pas survécu longtemps à la mort de la Grande Dame. En effet, vers 480 avant notre ère, elle a été délaissée, abandonnée. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une invasion, une insurrection, une révolte? Ou alors quelque chose de beaucoup plus banal, la fin du petit commerce? Parce qu'à cette époque, les Marseillais vont retrouver la maîtrise de la mer, leur élément naturel. Ils vont battre leurs ennemis de toujours, les Phéniciens, les Étrusques, et vont pouvoir à nouveau commercer par la mer et non plus seulement par la terre. Dieu précise, Laurent. Les Phéniciens, un peuple antique originaire des cités de Phénicie, approximativement le Liban actuel. Quant aux Étrusques, c'est un peuple qui vient d'Italie. Leur origine se situe dans l'actuelle Toscane et la région de Rome. Sinon, tu disais, les Marseillais ont retrouvé la maîtrise de la mer Et du coup, maintenant, c'est aux Étrusques, vaincus sur la mer, de devoir trouver de nouvelles routes commerciales par la terre. Et ça tombe bien, parce que les Étrusques, ils sont plus à l'est. Et plus à l'est, en ce 5e siècle, il y a une nouvelle richesse qui fait son apparition et qui est en train de devenir hyper à la mode, c'est le fer. Le fer, on le trouve sur les pourtours du Rhin, dans le nord. C'est vrai, Laurent. Au 5e siècle avant notre ère, l'étain perd de son attrait, et ce au profit du fer, mais aussi de l'ambre, dont les gisements se trouvent au-delà de l'embouchure du Rhin, en pays scandinave. Suivons maintenant le mouvement des populations vers l'est, là où de nouvelles richesses vont faire leur apparition. Pour cela, je quitte la Bourgogne pour traverser la forêt des Vosges jusqu'à la limite de l'Hexagone et pénétrer ainsi au cœur de l'Alsace. Car c'est ici, en ce 5e siècle avant notre ère, que les Celtes développent de nombreuses voies de communication, dont la fameuse route de l'Ambre. Laurent, tu poursuis la route jusqu'à Vimno. Reçu? Attendez, 2 secondes, j'arrive. Pas de souci, Laurent. C'est bon, il est sur la bonne route. Vous êtes arrivé à destination. La route du Rhin, c'est la route de l'Ambre. Cette voie transcontinentale mythique qui s'étend des gisements de la mer Baltique jusqu'au monde méditerranéen. Sur la route, filent des chariots chargés d'ambre. Une pierre à la fois précieuse, magique, thérapeutique. Alors ces chariots filent vers le sud, tantôt sur la route, tantôt sur le fleuve, et ils rejoignent les comptoirs phocéens ou étrusques. Les Étrusques, les prédécesseurs des Romains. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire du petit Pousset de Charles Perrault, mais vous voyez le moment où les parents abandonnent leurs enfants dans la forêt et où le plus jeune d'entre eux arrive à retrouver son chemin après avoir semé des petits cailloux. Disposer des pierres pour retrouver sa route. Eh ben les Celtes y procédaient pas autrement. Sauf qu'avec eux, les petits cailloux du petit Pousset, c'était plutôt des gros menhirs qui leur servaient de point de repère, à une époque où on n'avait pas encore inventé les panneaux de signalisation. Me voilà entre Strasbourg et Sarreguemines, à un carrefour très important entre plusieurs voies celtiques, et avec ce menhir, dressé au milieu qui leur servait de point de repère. Bon alors il a été christianisé bien plus tard, au XVIIIe siècle, avec l'ajout d'une croix et la représentation des 12 apôtres. Vous m'entendez? Mais à qui tu parles, Laurent? Bah à vous. Hop, pardon. Vous avez pu trouver une page qui illustrait la circulation qu'il y avait ici à l'époque celtique? Quoi? Attends, on te capte pas bien là.
Ouais, ça capte pas bien, je suis dans une forêt là. Tu peux répéter? Est-ce que vous avez pu trouver des images qui illustraient la circulation qu'il y avait ici à l'époque celtique? Parce que je peux te dire que ça roule là. Hein. Il n'existe pas grand-chose. Voilà, non parce que qu'on prouve bien et qu'on montre bien que ça roulait à toutes les époques. Écoute, je vois pas trop avec quoi on peut illustrer Que ça. ça a toujours Laurent. roulé, que ça roulera toujours. Ah Pierre, écoute, tu vois ce que je veux dire. Bon, je continue. Non, je disais que déjà à l'époque, il y avait du monde sur la route. Les Celtes se déplaçaient sans cesse. On pouvait voir passer ici des soldats armés, des paysans allant au champ, des éleveurs avec leurs troupeaux, des villageois en quête de bois de chauffage, des marchands d'eau ou des marchands voyageurs. Et ils se déplaçaient pas forcément à pied. Il y en avait qui étaient avec des chariots, des lourds chariots tirés par des bœufs. Calcul itinéraire en cours. Attention, vitesse limitée à 50 km/h. Tournez à droite. J'ai parlé de la route de l'Étain et des soubresauts commerciaux qui vont mettre à bas la résidence princière du Mont-Lassois au VIe siècle, mais on va assister au même phénomène un siècle plus tard. Cette fois, c'est plus à l'est dans l'Hexagone, plus au niveau du Rhin, où on va voir apparaître aussi des résidences princières du même type que celles qu'on aura à Vix un siècle plus tôt. Mais cette fois, on est sur de nouveaux axes de communication, de nouvelles routes nord-sud, donc qui relient la Méditerranée aux richesses du Nord. Et ces routes, ce sont celles qu'on a appelées les fameuses routes de l'Ambre et la route du fer. Ces résidences princières, il y en a une qu'on a retrouvée à Bliesbrück-Rheinheim, donc on est en Alsace. Et pour cela, Pierre, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'appelles Jean-Paul Petit. C'est le conservateur du musée archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. C'est bon, Pierre, on gère ça. Téléphone. Oui, je vois très bien qui c'est. On te met en liaison, Laurent. Attends quelques petites secondes. Ok, c'est gentil. Ok, c'est bon, on est connecté, vous pouvez y aller. Allô? Oui. Oui. Jean-Paul, bonjour, c'est Laurent Deutsch. Oui, bonjour Laurent. Vous allez bien? Oui, oui, très bien. Figurez-vous que moi, je suis en train de me faire une petite balade sur les routes de l'histoire de France, où je raconte une route par siècle. Et j'ai parlé au VIe siècle de la fameuse route de l'Étain, donc de cette route qui reliait le nord au sud et sur laquelle s'étaient greffées des résidences princières. On en a un exemple donc avec la fameuse dame de Vix. Et je disais qu'un siècle plus tard, plus à l'est dans l'Hexagone, donc plus du côté du Rhin, on allait avoir le même phénomène de résidence princière sur d'autres axes commerciaux. Cette fois, on parle plus volontiers de route de l'Ambre et de route du fer. Et sur ces routes, eh bien, il y a eu aussi des résidences princières, dont celle de Bliesbrück, sur laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'on peut y voir à Bliesbrück? À Bliesbrück, en fait. Alors, les vestiges du parc archéologique sont principalement des vestiges romains. Hein, donc, il y a une petite ville romaine avec des thermes extrêmement bien conservés, des quartiers artisanaux. Et puis, du côté Rheinheim, on a également une grande villa gallo-romaine qui, elle, est située à côté de la nécropole celtique qui a été découverte donc en 1954. Alors, à cette époque, en fait, on a commencé à établir les premières gravières dans la vallée de la Bliese, dans la vallée de cette petite rivière. À l'époque, le gravier et le sable étaient encore extraits de manière manuelle et l'ouvrier qui était en train de prélever du sable a découvert un objet en bronze. Il s'est avéré que c'était le miroir qui avait été déposé dans la tombe de cette princesse de Rheinheim qui a été inhumée donc avec des objets tout à fait extraordinaires. Et cette tombe de Rheinheim reste l'une des tombes les plus importantes pour l'histoire de l'art de l'époque celtique. Alors cette tombe, en fait, elle sort de l'ordinaire non seulement par les objets qui ont été retrouvés, donc toute une série d'objets de parure en or massif, mais d'autres objets ont été déposés dans la tombe qui montrent que cette princesse, donc une personne qui avait un rang très élevé dans la société gauloise de l'époque, et donc cette dame de Rheinheim, elle avait sans doute également un rôle de prêtresse et de prophétesse. D'accord, donc alors cette résidence princière, on l'a dit, elle s'est développée au 5e siècle, au 4e siècle. À partir de quand ça a périclité et ça a disparu? Ça a été assez brutal, je crois. Les dernières tombes, en fait, datent du milieu du IIIe siècle, mais ces tombes-là sont déjà beaucoup moins prestigieuses. Ce site, en fait, il a une très longue vie après, hein, puisque la nécropole de la princesse de Rheinheim, juste à côté, on construit à l'époque romaine une grande villa, donc la résidence d'un grand notable. Et bien sûr, les archéologues se posent la question de savoir est-ce que la nécropole gauloise était encore visible à l'époque romaine? Est-ce que ce n'était pas tout simplement un lieu de mémoire pour les habitants de cette villa? Ou
est-ce qu'elle était déjà arasée à cette époque-là. D'accord, bah super. Jean-Paul, je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas pouvoir être avec vous pour voir de visu la tombe de la princesse de Rheinheim. Mais heureusement, on a de nombreuses illustrations et de reconstitutions en images qui nous permettent de nous figurer un peu tout ce que vous nous avez raconté. Je vous remercie beaucoup, Jean-Paul, et puis bah, j'espère vous voir très bientôt. Merci beaucoup, Laurent. Puis, mes respectueux hommages à la princesse. Très bien. Pierre? Oui? J'espère que tu as mis des images un peu pour illustrer son texte, hein? Oui. T'inquiète. En tout cas, ce qui est formidable, c'est de se rendre compte combien finalement la route n'éloigne pas les gens, mais les rapproche, quoi. C'est vraiment un contrat de mariage entre les hommes, quoi, puisque le monde méditerranéen et le monde du Nord s'est rencontré grâce aux routes, par la route, sur la route, et les résidences princières n'en sont que le reflet, et elles se sont enrichies grâce au rapport et au commerce entre les hommes. C'est vraiment... c'est une leçon très optimiste. Hein. Non? Oui, Laurent. Te voilà à la recherche du sens de l'histoire maintenant. Oui, un petit peu. Non, mais franchement, quoi, c'est vrai que c'est en se tournant vers l'autre qu'on se renforce soi-même. C'est ça le principe de la route. Quoi, qu'est-ce qui se passe? On a perdu Laurent. Tous les drones sont en stationnaire. Laurent. On peut pas faire quelque chose là pour entendre mieux? Test. 1, 2. Et si, c'est bon, je suis là. On va le tenter. Allez, faut y aller là, dépêche-toi. Je suis là. J'ai perdu la voiture. Tu ne vois pas sur ta carte, Est-ce toi? que quelqu'un lui a confirmé sa route? On règle le problème et on te reprend. C'est bon, Laurent, tout est rétabli, tu peux reprendre. Les Celtes, ce sont les hommes du fer. Et ils triomphent en ce 5e et 4e siècle avant notre ère. Une période que les historiens ont appelée le second âge du fer. Le second âge du fer, de 480 à 50 avant notre ère, va concerner quasiment toute l'Europe. Où étaient les Celtes? Montrez-moi la carte. La carte? C'est parti. Venus de l'Est, disons pour simplifier de l'Europe centrale, ils ont occupé ce que l'on appelle la Gaule vers 450 avant notre ère et se sont progressivement installés vers l'Ouest en migrant vers l'Atlantique. En clair, ce que l'on dénommera plus tard les Gaulois font partie intégrante de la même civilisation. Au départ, l'implantation des Celtes s'est faite par petits groupes, par assimilation avec les tribus locales, que ce soit dans l'actuelle Belgique, la France ou l'Espagne. Pour les Celtes, cette expansion vers l'ouest répondait à un besoin vital, s'éloigner d'un climat plutôt hostile, cultiver des terres et faire du commerce. Le fer est en train de changer le monde. Désormais, plus rien ne sera jamais comme avant. Le fer transforme l'agriculture, mais surtout l'art ancestral de la guerre. Une arme redoutable apparaît, une épée longue, solide et coupante. En plus, les Celtes inventent un fourreau de métal qui permet à la lame de conserver son tranchant. Ils inventent aussi pour se protéger la cotte de maille. Fort de cet équipement, les Celtes sont prêts à partir à la conquête du monde. Oui, enfin, ce n'est qu'un début, car si le fer modifie la manière de faire la guerre, il transforme aussi l'agriculture. Comment? Eh bien par le coutre. Et c'est quoi le coutre? Eh bien c'est une lame métallique fixée à l'avant du socle de la charrue et qui fend la terre. Oh, c'est tout simple, ça n'a l'air de rien. Mais grâce à cette innovation, les récoltes deviennent plus abondantes. La faim recule, la population augmente. On recherche donc de nouveaux espaces cultivables, on se les dispute, on les occupe et on fait la guerre. Tout est lié. Chaque tribu veut étendre son territoire. La richesse, c'est la terre. La puissance, c'est encore la terre. S'étendre et dominer, c'est vouloir imposer sa tribu dans le bruyant concert des nations celtes. Suivons-les, les Celtes, qui s'en vont vers le sud, là où de nombreuses richesses sont à prendre. Je quitte les régions de l'Est pour rejoindre d'autres territoires celtes. Ma route me conduit à Sens, là où de redoutables guerriers s'apprêtent à descendre vers la Méditerranée et poursuivre ainsi leur expansion. En ce 4e siècle avant notre ère, l'époque est donc à la guerre, et parmi la multitude des peuples celtes, les Sénons sont certainement les plus puissants. Oui, les Sénons. Les Sénons sont un peuple gaulois de la région du Sénonais, un territoire qui s'étendait sur une partie des départements actuels de l'Yonne et de la Seine-et-Marne. Leur chef est le redouté Brennus, désigné par les druides, les prêtres celtiques, comme le chef de l'armée. Brennus marche vers le sud, vers la Méditerranée, où les richesses des commerçants marseillais ou étrusques sont à prendre. Terrifiés, les habitants se réfugient derrière des remparts. Mais toutes les villes n'ont pas pu résister. Le Brenne, c'est-à-dire le chef de guerre, franchit les Alpes. Avec ses hommes, il se dirige vers Rome. Et en ce 18 juillet 390 avant notre ère, Celtes et Romains se font face, près du Tibre. C'est la débandade. Rome, ville ouverte. Ouverte et martyrisée, le Brenne et ses cohortes saccagent tout. Ils massacrent à qui mieux et mettent le feu aux plus beaux édifices. C'est à croire qu'on n'entendra plus jamais parler de Rome. Les Romains ne savent pas vraiment qui sont leurs envahisseurs, ils ne connaissent rien des tribus celtes.
Ils savent seulement que l'ennemi vient de la Gaule. Alors, ils inventent un mot, Galli, autrement dit les Gaulois. Galli, c'est un jeu de mots latin. Eh oui, ce terme, c'est le pluriel de Gallus, le coq. Bizarrement, les Romains trouvent que ces Gaulois sont, comme le coq, braillards, colorés et prétentieux. Bah, où sont-ils allés chercher cette idée? On se le demande. Mais on va quand même le garder longtemps et fièrement, ce coq. Et on en fera même un emblème pour célébrer quelques victoires sur les terrains de foot ou de rugby. J'arrive enfin dans le sud de l'Hexagone. Ici, on se méfie des envies de conquête des autres tribus gauloises. Alors, on va se protéger et construire de puissants remparts. Je vais m'arrêter à Ambroussoum, entre Nîmes et Montpellier, pour vous en montrer un bel exemple. Et cette ville fortifiée va voir passer à l'horizon l'interminable cortège d'Hannibal, qui traverse le sud de la France, d'ouest en est, bien décidé à écraser Rome. Mais en ce 3e siècle avant notre ère, les Gaulois choisissent de laisser passer cette inquiétante armée. Les habitants d'Ambroussoum sont en effet bien plus préoccupés par la volonté d'expansion des tribus voisines. Un drone t'attend là, Laurent. Allez vous positionner au-dessus des remparts. Voilà, nous voilà de retour en Gaule. Une Gaule divisée en un nombre incroyable de tribus qui se jalousent et qui se font la guerre. Partout on craint les attaques de tribus ennemies comme celle de Brennus. Alors pour protéger les hommes et les marchandises, les populations vont se réfugier dans des villes, elles-mêmes ceinturées par de puissants remparts. Et ces fortifications, on en a un bel exemple ici, à Ambroussoum. Ambroussoum, c'est un petit oppidum, situé quelque part entre Nîmes et Montpellier, sur la voie héracléenne. Ah non, moins fort la musique. Ah ça y est, je suis sur les remparts d'Ambroussoum. Et je m'imagine en août 218 avant notre ère. Je sais pas s'il pleuvait, mais en tout cas un terrible tremblement de terre gronde au loin. C'est pas encore l'autoroute A9, qui serpente un peu plus bas sur la voie héracléenne, mais c'est une armée qui progresse lentement. Cette armée, c'est celle d'Hannibal, un jeune général de 29 ans, à la tête d'une armée de 50 000 hommes, 9 000 cavaliers et 37 éléphants. On a une carte? Oui, c'est à l'écran. Regardez là cette carte. Partis d'Afrique du Nord, les Carthaginois se sont construits un empire en occupant presque toute la péninsule ibérique. Les voilà décidés à écraser Rome et sa puissance. Pour cela, ils traversent le sud de la Gaule pour passer des Pyrénées aux Alpes et fondre ensuite sur l'Italie. Ah ça, on a beaucoup parlé des éléphants d'Hannibal. Ils ont vraiment marqué les Gaulois. Pourtant, ils n'avaient rien à voir avec les mastodontes d'aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus petits. Enfin, c'est dire, ils supportaient à peine les cornacs qui les guidaient. Hannibal franchit le Rhône et pénètre un peu plus loin dans le pays des sapins. Saponia en latin, Savoie en français. Bon alors, après quelques escarmouches avec des tribus gauloises locales, son armée tient le choc. Mais le plus dur reste à venir. Et ouais, on est déjà fin octobre. Et l'hiver s'installe déjà en altitude. La neige tombe sur les sommets. Alors pendant 9 jours, Hannibal et son armée vont devoir escalader la montagne dans un enfer blanc. Et plus ils montent et plus ils souffrent. De froid, de faim, d'épuisement. Finalement, à la fin de cette expédition de 3 mois en Gaule, Hannibal a vu son armée fondre de 10 000 hommes. Ça, on peut pas dire que son choix a été très judicieux. Mais enfin, Hannibal est entré dans la légende. Grâce à ses éléphants, dont un seul a survécu à l'expédition. C'est maintenant au tour des légions de Rome de franchir les Alpes pour venir mettre de l'ordre sur les routes stratégiques et commerciales du sud de l'Hexagone. Je vais suivre à mon tour ces légionnaires romains et emprunter comme eux la seule voie possible à cette époque, la voie héracléenne. Elle me permettra d'aller de la Provence jusqu'à Narbonne. Car en ce second siècle avant notre ère, Rome triomphe et ne compte pas s'arrêter là. Les Romains vont progressivement occuper et coloniser le sud de l'Hexagone en livrant de nombreux combats, et notamment sur le site d'Entremont, tout près du centre-ville d'Aix-en-Provence. Vous pouvez me charger les images d'Entremont? Oui Laurent, on est calé. Ah bah oui, parce qu'un siècle plus tard, c'est là-bas que les affaires se passent. Oups.
Hannibal, le Carthaginois, il sera finalement vaincu par les Romains. Et c'est bien les Romains qui viennent maintenant déferler sur la Gaule. Ils viennent voler au secours de leurs amis marseillais, leurs alliés, qui se plaignent des attaques gauloises. Mais les Romains ne viennent pas seulement en Gaule pour voler au secours des Marseillais. Trop simple. Ils veulent aussi assurer la sécurité de la voie héracléenne, sur laquelle les tribus gauloises se montrent incapables de maintenir l'ordre. Occupation, colonisation et pacification vont permettre aux commerçants de trouver une nouvelle clientèle et d'investir des territoires qui leur aient été fermés jusque-là. Alors si l'armée romaine a cru pouvoir dompter facilement ce qu'elle prenait pour une bande de tribus désorganisées, elle s'est trompée. En phase 2 se dressent les Saliens. Les Saliens, c'est une fédération de peuples multiples. Il y a des Ligures du sud, des Gaulois du centre, qui sont tous unis dans une volonté commune de faire cesser la mainmise des Romains et des Marseillais sur leur région. Bon, ça y est, vous les avez les images? Oui, Laurent. Bon, super. Donc, après une année de combat, les Romains s'approchent des hauteurs sur lesquelles a été érigée la capitale des Saliens, sur le site d'Entremont. À coup de bélier en bronze, Calvinus et ses hommes enfoncent le portique qui ferme la ville d'Entremont. L'armée romaine se répand dans les rues et le massacre commence. La moitié de la population est passée au fil de l'épée, l'autre est réduite en esclavage, puis la ville est évacuée et détruite. Et c'est la fin. Sextus Calvinus, le consul romain qui a vaincu les Saliens, n'a aucune envie de poursuivre la guerre. Au contraire, il a envie de profiter d'un petit moment de farniente. Il aime bien ce climat du sud de la Gaule, qui devait être bien différent de celui d'aujourd'hui. Il est séduit par cette région, autour de la capitale détruite des Saliens. Il aime ses terres fertiles, ses collines boisées, ses petites rivières qui serpentent, et surtout, sa source d'eau tiède, au goût légèrement soufré, qui, à ce qui paraît, fortifie le corps. Bref, il fonde à cet endroit précis une place forte romaine, qu'il nomme de manière un petit peu vaniteuse son propre patronyme. Aquae Sextae, les eaux de Sextus. Et un jour, ce sera Aix-en-Provence. Un an encore, et Sextus Calvinus est rappelé à Rome, qui dépêche un nouveau consul, Domitius. Celui-ci reprend la guerre et remporte des victoires décisives. Les Gaulois, vaincus, la pression exercée sur Marseille relâchée, on pourrait croire que la mission assignée à l'armée romaine a été remplie. Va-t-elle plier bagages? Et non, elle reste. D'abord, le sud du pays revêt une importance stratégique primordiale pour les Romains et reste un moyen de contrôler leur conquête jusqu'à l'Espagne. Ils n'ont guère envie d'abandonner la région à des tribus gauloises aussi belliqueuses qu'imprévisibles. Une part de ces terres est distribuée aux plus pauvres des Romains, une manière adroite d'apaiser les tensions sociales au sein de la République. Donc les Romains restent en Gaule, c'est entendu, mais que faire d'une armée quand la guerre n'est plus au programme? Eh bien le consul Domitius va l'envoyer casser des cailloux. En effet, il estime que la voie gauloise, notre voie héracléenne, est trop sinueuse et prend trop de détours. Lui, il veut une voie droite, rectiligne, qui file directement d'Espagne en Italie, et avec autour d'elle des repères pour le voyageur. Et au bord de la route, les Romains plantent des bornes milliaires comme celle-ci. Alors on dit milliaires parce qu'elles sont éloignées entre elles d'1 000 romains, c'est-à-dire environ 1,5 km. Sur ces pierres sont gravés des chiffres et des lettres qui indiquent essentiellement la distance entre deux endroits précis. Et de cette manière, le voyageur romain sait en permanence à quel endroit il se trouve. La distance qu'il a franchie et celle qui lui reste à parcourir. Les légionnaires romains, donc, si glorieux sur les champs de bataille, se transforment en cantonniers. Ils procèdent au défrichage en terrain plat. Une route ainsi renforcée est appelée via strata, voie d'allée. Et de ce terme, strata, les Anglais feront leur street, les Allemands leur Strasse, les Italiens leur strada, et nous Français l'estré, mot disparu, mais qui survit encore dans la toponymie de nombreux lieux. Il se passe quoi là? On a un problème de faisceau. Pierre, tu me vois? Pierre, il y a Laurent qui te parle. Je suis monté sur le pont Ambroise. Ah, je vois pas grand-chose là. Oui, c'est sûr qu'il en reste pas grand-chose du pont là. Mais bon, c'est quand même un ouvrage stratégique majeur quoi. On est au cœur du 2e siècle avant notre ère. Ah, il est beau ce pont. Oula, t'as vu où il est? Il y a un petit côté romantique dans les ruines. Hein. C'est sûr qu'il n'a pas la majesté du pont du Gard, mais quand même. J'entends encore les chariots. Bon, Laurent, va falloir y aller maintenant. Tu veux qu'on aille voir le pont du Gard? T'en as pour longtemps? C'est juste à côté, hein. Il est quand même plus imposant que celui-là. Mais bon, celui-là, il est authentique et puis il est sur les lieux. Ok, si tu veux. Faisons un crochet, mais rapide. Mais qu'est-ce que t'es gourmand. Allez, j'y vais. Un petit détour par le pont du Gard. On n'a pas de drone là-bas, c'était pas prévu. Il y en a un qui peut le suivre? Ok, je vais essayer.
Je l'avais pas vu ça. Zone de danger. Maîtrisez votre vitesse. Changement d'itinéraire. Calcul en cours. Le GPS annonce un petit 5 minutes pour le pont du Gard. Laurent arrive. Non, j'ai juste fait un petit détour du côté du pont du Gard. Il est quand même sacrément imposant et majestueux. Hein. Bon, c'est sûr que le pont Ambroise, lui, il a le mérite d'être sur la route, alors que le pont du Gard, il est un petit peu à l'écart. Bon, allez, on enchaîne là. Ouais, bon, bah je reprends la route. C'est sûr que tu veux pas qu'on fasse un tour sur le pont? Non, là, vraiment, on n'a plus le temps. Ok, bon, bah, on laisse le pont du Gard. Je recalibre les drones. Juste le temps de revenir à Domitius. Vous vous souvenez, ce consul qui a joué un rôle majeur pour organiser la domination romaine. Durant 3 ans, Domitius, l'intransigeant homme de guerre, va se faire entrepreneur pour gérer une multitude d'esclaves, d'ouvriers, d'arpenteurs, de géomètres et de soldats. Et quand la voie est achevée en 117 avant notre ère, le Sénat romain lui rend un vibrant hommage, en nommant l'ouvrage de son propre nom, la Via Domitia, la voie domitienne. Hercule le demi-dieu a été remplacé par Domitius le consul, un dieu pour un consul. On n'arrête pas le progrès. Pour suivre la Via Domitia, il faut partir du col du Mont Genèvre dans les Alpes, descendre la vallée de la Durance jusqu'à Gap dans les Hautes-Alpes, continuer jusqu'à Sisteron, Apt et enfin Cavaillon. Un peu plus loin, un petit crochet nous mène à Arles, Nîmes, Montpellier et enfin Narbonne. À Narbonne, où un tronçon originel de la Via Domitia est parvenu jusqu'à nous en plein cœur de la ville. Vous avez remarqué? Le tracé de la Via Domitia contourne soigneusement Marseille. Le port est délaissé, ignoré. En fait, sur le plan politique, les Romains se méfient de leurs alliés phocéens. Et sur le plan commercial, ils veulent développer leur propre négoce par la mer. Alors, comment affaiblir le port de Marseille? Eh bien, tout simplement en créant un autre port concurrentiel. Un port qui, lui, sera directement placé sur le tracé de la voie Domitia, donc qui sera plus facile d'accès. Ce sera le port de Narbonne. En longeant le golfe du Lion, la voie Domitia nous conduit aux confins de l'Hexagone, dans les Pyrénées. Cet itinéraire de 700 km de long nous relie d'un col à un autre, des Alpes aux Pyrénées, d'Italie en Espagne. Et en empruntant ce tracé, des milliers de Romains vont venir coloniser la région qui est tout autour, et ils n'ont pas l'intention d'en partir de sitôt. Et oui, Laurent, la colonisation est en marche. La Gaule change de maître. Les Celtes ont été incapables de s'unir et de dépasser le stade des clans, voire de la confédération des peuples. Ah, ils n'ont pas vraiment le gène et encore moins le génie de l'administration. Et ça, l'organisation, les Romains savent faire. Et ils vont nous en administrer une preuve éclatante. Une longue période d'occupation nous attend. Car les Romains sont bien installés dans l'Hexagone. Et ils n'ont pas l'intention d'en partir de sitôt. La Gaule va vivre sous la domination romaine. Tout va être pensé, organisé, façonné par les Romains. Mais dans le plus bel endroit. Oui, c'est vrai, je regrette pas la visite. Mais César ne peut se contenter de cette maigre gloire. Lui, c'est l'histoire qu'il veut écrire. L'histoire avec un grand H. Une immense esplanade, bordée de galeries sur toute sa longueur. Il y a un mont de charge, donc ça nous évite 300 marches, ce qui est quand même assez pratique. Ah ça, si les pierres pouvaient parler... Elle nous en dirait des choses.
nhá. Em nói đùa mà thôi, chứ em là người kia giết nó. Bạch hầu à? Bị ở cổ á. Cái này ướp dở vãi. Chứ nó ướp có gì đâu. Cái này nó ướp dở vãi. Lần đầu anh thấy em yêu lòng. Nhìn mà khám phá với luôn. Vâng, xin giới thiệu các bạn, đây là Thành Tí nữa ăn hết xong rồi chán rồi. Thành tỷ phú. Thành vàng, thành đồng nát. 10 cây. Tập đoàn Thành gì ta? 10 cây, 4 cây chứ sao ghê. Cái tầm 4 cây em biết sao rồi em đi đâu. Mình nói gần nó đi thôi. Có gì lấy chân dung em ghê vậy không anh? Đi lại cái đồi. Nhân vật chính mà. Cái hồ ông lãnh là cái chỗ này hết á. Hồ đồi thông nó chạy vô đó, cái đường xấu quá cái thôi anh ơi, đi về cho rồi. Chơi sợ rơi. Trời gì chả qua là do nó có nó là đi sao á. Đúng rồi chị thầy. Thôi chắc em dữ vậy quá. Rồi để bay nó chín thôi. Qua cái chỗ nào mà yên ắng câu được thì bay nói chuyện cùng đó. Cái gì cho ăn no quá câu không được câu nào hết. No rồi đến giờ nó ngủ. Ăn đi chưa? Ăn bập vậy? Ăn đi. Bây giờ không biết làm gì nữa. Mua kia mua con bóc vào. Vậy anh Công xin cái view làm gì ghê dữ vậy? Hả? Nó phải xin view là dễ đâu anh. Chứ tập đoàn chính công đây mới ra người ta phải cho một cái thùng rác để cho mình quăng xuống hồ là cái gì này. Tí nó lại gì chút cả tự ý thức mỗi người chứ anh. Không khoan chân chân Chi tung sao á. Chân Tiếp cái mạng cho đúng lắm chứ bộ. Anh không tí con cá nó Ôi đi con cá người đại đứa mà. Nó đang đến chỗ anh mày lại phá thằng mày thật ý. Nó đang phản đối đó chị ạ. Mùi thơm lắm á, đủ mấy mùi này thơm lắm á, cá là đốt liền. Nấu lâu chín không? Đừng nói nữa, đừng ăn cá này. Cái cá chấm giòn nấu nhanh mà. Menu rồi. Không cho menu. Cầm vô. Có cá ngu này. Đứa nào hát bài cho cá về đi bay. Làm con cá menu. Ê Nhi cất.